Salut les petits lapins, moi j'espère que vous allez bien. Mes parents sont partis hier. On a bien travaillé du coup. Étrange. On a bien travaillé, on a coupé un tas de noisetiers. Enfin bon, je vous montrerai dans un prochain JDB. Là, j'avais envie de faire un petit point archibase, un peu plus précis sur l'élevage et en particulier sur la question de l'autonomie alimentaire. Donc, pour vous faire un petit, je vais m'asseoir parce que je suis un gros feignant. Pour vous faire un petit point sur déjà en fait comment est-ce qu'on a abordé les choses, comment est-ce qu'on a vu les choses au départ. En fait, disons que la question de l'autonomie alimentaire pour nous c'était ça sera pas compliqué quoi. Je veux dire quelques poules, et puis voilà. Enfin moi au début je m'imaginais un an de travail et j'accédais à une certaine autonomie alimentaire ou en tout cas vraiment à couvrir une bonne partie de mes besoins et donc à être vraiment nickel sur le coup, voilà comme je vous disais en un an. Donc c'est vous dire un petit peu mon inconscience et la manière en fait avec la légèreté avec laquelle j'ai pris cette problématique. Or aujourd'hui, eh bien, j'ai bien avancé et j'estime en être à franchement 15% quoi, et encore et encore. Là, je vais vous dire, on va tout juste récolter les fruits de notre labeur, en particulier sur l'élevage puisque eh bien, on avait pris des lapins, on avait lancé des lapros, on avait pris des dindes aussi et on va bientôt les abattre. Donc on va faire de la viande avec les dindes, on va pouvoir dans quelques mois faire de la viande avec les lapros et on va tout juste commencer un cycle qui va nous permettre de produire de la viande pour nous. Et de toute façon, ce cycle-là, c'est un tout petit cycle qui mérite d'être largement expansé pour couvrir nos besoins qui sont énormes finalement. Quand on rapporte la consommation de viande à une année, c'est énorme. En particulier quand on fait du travail comme on fait, on doit avoir un apport en protéines qui est suffisant et ça passe forcément par la viande. Alors toutes les considérations sur la protection animale, vegan, etc., je ne veux pas en entendre parler. Vraiment ça me passe, mais alors la petite moraline d'urbain, ça me passe, mais 10 000 au-dessus. On prend soin de nos bêtes, on fait ce qu'il y a à faire, mais on va pas s'amuser à se masturber sur les clapiers mobiles pour les lapins, etc., etc. On va à l'efficace. Bon bref, donc comme je vous disais aujourd'hui, l'autonomie en viande, clairement pas. Et que ce soit aussi l'autonomie en légumes, clairement pas. Je pense qu'il nous faudra encore 2 à 3 ans pour vraiment parler de production qui vont couvrir une partie des besoins. Et là encore, je dis une partie des besoins. Hein, et de là découlent plein d'autres problématiques, en particulier l'espace de stockage. Et puisque là, je me rends bien compte voilà, que 100 kg de patates, 50 kg d'oignons, autant en carottes, en navets, en betteraves, et puis, enfin voilà, donc ça c'est énorme. Et c'est pour cette raison, vous savez, je vous l'avais déjà expliqué, que on va construire donc un garage et avec un atelier de 62 mètres carrés là-bas, de manière à libérer le garage et à faire de ce garage une épicerie et un lieu de stockage. Et voilà, et l'autonomie, enfin le désir d'autonomie passe par un lieu de stockage énorme. Donc en fait, voilà, ce que j'essaie simplement de dire, c'est que c'est certainement, et vous vous en doutez, le pan le plus extraordinaire, le plus pharaonique, on va dire, de l'autonomie. Voilà, c'est l'autonomie alimentaire. Ça, c'est vraiment le truc. Enfin, vous pourrez travailler toute votre vie, que vous serez arrivé peut-être à 80% et il vous restera encore 20% à couvrir avec de l'argent. Voilà. Donc, il faut pas rêver là-dessus. C'est un truc. Voilà, il faut bien remettre les idées en place, quoi. Voilà. Donc là, nous, on a, je crois, aux alentours de 30 volailles, un peu moins, un peu plus, pardon. On a plusieurs types de poules, on a des cendrées, des coucous et des sussex. Et on a tué notre coq récemment parce qu'il les abîmait un peu trop. Donc on reprendra un coq avant le printemps, de manière à pouvoir lancer de la couvée, on va dire, et avoir des petits tout neufs. Et cette année, donc, on a eu 4 poussins, et donc là, aujourd'hui, on a 4 poulets. Donc on attend de savoir si ce sont des coqs ou des poules. Donc les poules, on va les conserver, les coqs, forcément, ça va passer à la casserole. Voilà, je vous les montrerai un petit peu après. On a 5 oies, donc on avait un couple de 2 donc, qui ont engendré 16 petits, 14 pardon. Donc voilà, puisqu'on n'a pas eu on va dire le temps et on n'a pas mis autant d'attention qu'il aurait fallu bien pour pouvoir les laisser tous vivre hein, parce que ça mérite beaucoup d'attention, il faudra les mettre au chaud, il y a plein de choses à faire. Donc nous ça a été un peu voilà la sélection naturelle et il en a resté plus que 3. Donc autant te dire que ceux-là c'est des Spartiates.
Donc voilà, donc on a Clovis et Clotilde, notre couple reproducteur, et on a 3 oies, donc 2 mâles et une femelle. Donc ça, donc il y a un des mâles qui va partir à la casserole pour Noël, et je vais conserver les autres puisqu'ils me permettent de tenir mon verger bien tondu. Hein. Donc en fait l'action je vais dire plein de choses dans cette vidéo, hein, mais l'action des poules et des oies c'est intéressant parce que comme je l'expliquais, les poules griffent le sol, permettent donc comment on pourrait dire, une scarification, hein, comme disent les paysagistes, et les oies, elles, taillent, vraiment tondent, et donc on va avoir un beau couvert végétal. Là aujourd'hui vous voyez beaucoup de terre à nu dans le verger parce que on a fait des travaux, hein, donc voilà, mais ça va revenir. Donc voilà, donc des oies, des poules et des dindes, et avec autant d'éléments, c'est pas énorme, mais avec autant d'éléments, il n'est pas question d'autonomie alimentaire, il n'est même pas question d'autonomie sur les œufs, hein, puisqu'on consomme à nous deux 5 œufs par jour, pour le petit déjeuner, moi 3, Agnès 2, et on a une production, une moyenne de 4 à 5 œufs par jour, dans le meilleur des cas. Oui. Ouais. Enfin bref. Alors, les enfants, il y en a 7 qui pondent, mais pas tous les Voilà, jours. mais bon, il faudrait, pour s'assurer une réelle autonomie d'œufs et pour avoir un excédent il nous faudrait peut-être, certainement le double. Voilà, donc, et puis, donc, on va aller voir, maintenant je vous en ai dit pas mal, tu squattes un peu toi. Allez, roule, et voilà, donc, voilà, vous voyez mes petites poules, là, elles grattent, là, elles s'éclatent, elles fouillent, elles cherchent. On va aller voir le poulailler. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que on est satisfait des installations qu'on a fait. Parce qu'on a vu, comme d'habitude, trop grand, trop gros, trop bien aménagé, et au final, c'est parfait, et même trop petit. Pourquoi c'est parfait? Parce que aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire qu'on a à déclarer aucune perte, donc pas de perte liée aux prédateurs. Donc voilà, nous on n'achète pas du grain pour nourrir la biodiversité, d'abord pour se nourrir nous, et donc on n'a aucune perte liée ni aux rapaces, ni aux chiens des chasseurs par exemple, ni à notre chienne, ni à quoi que ce soit, puisque c'est bien parqué, hein, avec un grillage à moutons doublé d'un grillage à volaille. Le poulailler est impeccable, hein, vous avez pu le suivre certainement, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps, sa construction. Donc d'ailleurs pas non plus de rongeurs, hein, qui pourraient manger le grain ou foutre la merde, puisque on a un poulailler avec une dalle béton, hein. Donc voilà, donc ça c'est le poulailler, hein. Donc voilà, donc là vraiment on ne pourrait pas faire mieux, quoi. C'est vraiment nickel, le nettoyage se fait nickel avec le PVC après les murs, avec la dalle béton lissée, c'est nickel. Donc voilà, et puis les abreuvoirs bien suspendus pour éviter les excréments dedans. Donc voilà, vraiment les installations qu'on a faites, on en est très satisfait, très fier. Voilà, quand on fait de l'élevage, on n'achète pas quand on fait de l'élevage sérieux, hein, à part si on veut montrer quelques poules sur YouTube ou à ses voisins, on achète des trucs en cagette de gamme vert et puis on fait les fiers avec 2 œufs le matin. Mais quand on veut vraiment faire de l'élevage, il faut investir dans du vrai matériel et dans des vrais bâtiments. Voilà. Ah oui, aussi la question des poux rouges. Donc les poux rouges, hein, de toute façon, c'est une conséquence. Nous, on en a, hein, forcément. Par contre, on arrive à les limiter très facilement, puisqu'on n'a pas, vous savez, donc dans ces fameux poulaillers en bois, il y a des interstices partout. Les poux rouges, ils font leur vie. Bon, à la fin, vous pouvez le cramer parce que en fait, c'est un poux rouge géant le truc, quoi. Et vos volailles, elles se font sucer le sang toute la nuit, elles se font crever, quoi. Donc nous, ça, on arrive à le limiter largement. Donc ce qu'on fait, c'est que, là, je sais pas si elles y sont ici, pour la limitation des poux rouges, ouais, putain, je dis plein de trucs, mais c'est comme ça, on vous parle de l'élevage, hein. Pour la limitation des poux rouges, vous voyez, on a des cartons comme ça, donc on agrafe finalement, donc tous les poux rouges vont se loger dedans. Ensuite, on les retire et on les brûle. Et on fait aussi un traitement, Agnès fait aussi un traitement à la poudre de diatomée, à la terre de diatomée, qu'elle asperge partout. Donc on en a acheté un gros conditionnement et elle en met un peu partout, et apparemment ça a une légère efficacité, mais ça nous permet, le coût des cartons et le coût de la terre diatomée, d'avoir une population de poux rouges qui est largement respectable et qui ne nous abîme pas les poules. Ça les limite au perchoir. Voilà, et puis ça les limite au perchoir. Donc voilà, donc
Les oies, comme je vous ai expliqué, donc nos 5 oies, on leur avait fait, je sais, je vais me répéter, mais c'est une synthèse, on leur avait fait donc une cabane pour elles. Et là, pareil, très satisfait de la construction, très facile d'entretien, 2 coups de fourche et c'est propre en un instant. Donc ça c'est parfait et elles se rentrent la nuit très facilement dedans, elles ont leur habitude, voilà. Donc ça c'est pareil, hein. Les animaux en fait ça se dresse, hein, et on leur donne des habitudes à tous, hein, aux chiens comme aux volailles, on leur donne des habitudes et ces habitudes ça fait partie de l'organisation au travail. Donc elles ont leur habitude, les oies, et elles se rentrent la nuit, elles sont à l'abri, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont très laxistes sur ces questions-là, qui les laissent dehors, mais après il ne faut pas se plaindre d'avoir des pertes, hein. Donc ça c'est un truc que je dirais toujours, c'est plus vous mettez de soins et de rigueur et d'organisation dans les choses, et même l'élevage en fait partie, et moins on a de problèmes et de pertes, et mieux le travail se passe. Voilà. Donc voilà. On va aller voir vite fait aussi on va aller voir les lapins, puisque là justement on était en train de les curer. C'était l'occasion de faire une petite synthèse. Donc voilà, donc en fait ce bâtiment, il a une partie poulailler qu'on vient de voir et une partie pour les lapros et pour les lapins. Et donc ici donc on a nos 2 mâles reproducteurs, ici et là. Notre couple reproducteur, parce que bon, on arrive à plein de choses aujourd'hui, mais chez les animaux ça marche pas. On a... Antisémite. Bon bref, on a notre couple reproducteur en haut, et ensuite eh bien, les lapros qu'on a divisés dans chaque cage. Donc là encore, on se rend compte qu'il va nous falloir le double, puisqu'on en parlait avec Agnès tout à l'heure. Ce qu'il nous faudrait, c'est exactement le même nombre de cages à l'extérieur, de manière à ce que voilà, là quand on est comme ça, eh bien on prend tous les petits là qui ont bien grandi, on les met à l'extérieur et on relance une portée avec les adultes, et les petits ensuite on les remet ici, ce qui permettrait en fait de faire un roulement, c'est-à-dire que tout ce qui est là, enfin tous les petits ils vont là-bas, on les mange, ensuite tous les petits neufs, hop, ils retournent là-bas, enfin voilà, de faire un cycle comme ça, parce que là comme ça, eh bien c'est pas suffisant, quoi. On va avoir 7 lapins dans une année, c'est rien du tout. C'est ça qu'il faut bien se dire, quoi. C'est que si vous cherchez à vous nourrir sur une année, putain, mais c'est autre chose, hein, qu'avoir 4 poules dans son jardin et puis un lapin en caisse, quoi. Enfin, faut bien se dire que c'est énorme, quoi. Si on vise l'autonomie alimentaire, c'est une ferme qu'on vise. C'est la résultante de l'autonomie alimentaire, c'est la ferme. C'est comme ça. Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez théoriser tout ce que vous avez envie de théoriser, mais à la fin, ce sera ça. Voilà, donc voilà pour les lapins. Et puis donc ouais, le système de récupération des urines, hein, derrière. Donc ça vous connaissez, hein, c'est un système de gouttière qu'on a mis derrière avec une évacuation donc, de toutes les urines derrière l'abri. Voilà. Donc, bon là donc on a combien de lapros, Agnès ? On a 7. On a 7 lapros et donc les 2 mâles juste au-dessus. Voilà. Non, 2. Et ils ont combien de mois là ? Le mâle et la femelle. Les lapros, ils ont. Je regarde ça. Ouais, on pourra en parler justement de ça. Tac, tac, tac. Je sais pas quand est-ce qu'ils sont nés. Attends, faut que je compte. Ouais, non, mais attends, on verra plus tard. Ouais, ils ont quelques mois, quoi. Ils sont pas encore prêts à manger, quoi. Non. Il leur faut encore quelques mois de. Tiens, 9 mois, lapin. Non, 23,01. Non. Quand ils auront 9 mois, j'ai marqué. Ah bon, d'accord. Ah oui, donc ils seront bons à manger quand on sera le 23/01 2022, c'est ça ? Oui, parce que du coup, je sais plus quand est-ce qu'ils sont nés au mois d'avril, Bon. au mois de mai. Bon, enfin bref. Bon, on ne sait pas de tête, mais en tout cas, voilà, ça c'est un truc important aussi, c'est le calendrier qui nous permet d'avoir une synthèse en fait de tous nos animaux. Quand est-ce qu'on les a eus, quand est-ce qu'ils vont être prêts à manger, quand est-ce qu'on les a mis à la reproduction, etc. Donc ça c'est hyper important. Ils ont 5 mois. Voilà, ils ont 5 mois. Donc ça c'est hyper important, hein. Sinon on ne sait pas où on en est de ces bêtes et on ne sait pas ce qu'on fait, c'est ridicule. Donc le calendrier nous permet donc d'avoir un suivi des naissances jusqu'à l'abattage et aussi un suivi de l'entretien des bâtiments. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que toutes les 2 semaines, on marque à chaque fois qu'on fait la cure du poulailler, la cure des cages à lapins, la cure des dernes, tout ça c'est marqué et on y fait à intervalles réguliers. Voilà. Donc ça fait partie de l'organisation qu'il est tenu d'avoir. C'est tenu d'avoir ce genre d'organisation quand on a de nombreuses bêtes. Les traitements aussi, hein, parce que forcément, hein, vous allez voir que Big Pharma, c'est aussi chez les animaux.
Non, mais sans déconner. Enfin, voilà, il y a des fois, il y a des vers, et donc il faut mettre du vermifuge. Là, quand on a eu les dindes, on a dû avoir recours aussi à un traitement contre l'histomonose. Et puis, des fois, il y a des blessés, des fois, il y a des choses. Donc, voilà, donc ça fait partie du job, de les soigner et puis de faire les traitements réguliers. D'ailleurs, on voulait faire une pharmacie. D'ailleurs, oui, comme dit Agnès, eh bien, on aura, il n'est pas droit lui, il va falloir que je remette à sa place. On aura une pharmacie à construire. On va faire certainement une petite pharmacie. Ah d'accord. Et on aura une petite pharmacie à faire dans l'abri parce que en fait au début on avait mis juste, Agnès avait mis juste une petite une petite étagère d'angle, mais c'est largement pas suffisant. Il faudra vraiment avoir une pharmacie complète pour les animaux. Oui, donc on avait pris le temps d'accrocher et de suspendre chaque abreuvoir. Donc ça, je vous renvoie à Agriculture Rivière qui l'expliquait très bien. C'est de manière justement à avoir le moins possible d'excréments dans les abreuvoirs. Il y a autre chose aussi qu'on va se faire. Je sais, je pars dans tous les sens, mais bon, après vous ferez le tri. Il y a autre chose qu'on va faire aussi, ça sera de s'aménager un poste de nettoyage au niveau de la cuve là-bas, puisqu'on se rend compte qu'on se casse le dos. Quand on remplit un abreuvoir, eh bien, on le nettoie, on le passe à la brosse, et ensuite eh bien, on le remplit et on le raccroche. Et tout ça, on le fait dans la bouillasse, là-bas, en se cassant le dos. Donc c'est vraiment pas du tout ergonomique, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du boulot, on peut le dire. C'est pas du boulot de travailler comme ça avec sa brosse, c'est de la merde. Alors là, quand on est jeune, peut-être ça va, et déjà c'est chiant. Quand on est vieux, c'est impossible. Donc, on va réfléchir en fait à se mettre un poste d'eau. On ne sait pas encore exactement comment, mais j'ai un espèce d'évier là en céramique, en grès là qui me reste. Donc, je vais certainement le mettre en place par ici, de manière à être à hauteur, d'avoir l'eau à hauteur et d'avoir un évier pour pouvoir nettoyer ces trucs. Donc ça, c'est toutes des choses à penser. Comme je vous explique, l'autonomie alimentaire, c'est vaste. Ça demande un travail quotidien intense. Et on ne peut pas se permettre de perdre du temps ou de se fatiguer pour ces choses-là. C'est hors de question. C'est hors de question. En fait, il faut bien penser, c'est un truc, ça, je le répéterai toujours, c'est-à-dire qu'il faut penser pro. En fait. Il faut penser que vous avez une ferme professionnelle et de toute façon, entre guillemets, que votre vie en dépend. Comme ça, au moins, si vous réfléchissez comme ça, vous verrez que les choses seront dans une meilleure perspective pour optimiser et rendre plus efficaces les choses. Voilà, ouais, les poussins, voilà. Et donc on en a un roux, alors il a sauté un gène celui-là, puisque le coq était un sussex et les poules aussi, mais celui-là, il est roux. Bon. Donc là on arrive dans le parc des dindes, on les a pas sortis encore là ce matin. Merde. Donc voilà, j'ai expliqué là justement les noyers, les noisetiers que j'ai laissés en place. Je les ai coupés avant l'été. Vous voyez, ça fait un bel arbuste. Donc ceux-là, ils seront tenus justement à l'état d'arbuste. Il y en a un ici et il y en a un là-bas. Et il y a un autre ici et Agnès se serre dedans donc pour les lapins, elle met un petit coup de sécateur. Et puis voilà. Donc les dindes qui vont bientôt passer à la casserole. Donc elles ont 5 mois, elles ont bien grandi. Allez bibiche. Allez bichette. Allez, ça dégage. Allez, hop. Allez. Alors ces animaux, c'est con comme des bites. Ouais, alors vraiment, c'est stupide à souhait. Mais pareil encore, elles ont relativement bien l'habitude de rentrer le soir. Voilà, c'est des animaux qui sont quand même bien dressés. Et là, on voit putain que ça a pris sacrément du poids. Donc ça, d'ici une semaine ou deux, là, ça passe à la casserole. Et on verra. L'Aitor, je crois qu'il en avait tué là, qui était jusqu'à 13 kg. Donc belle perf. Donc on va voir combien ils font nous. Vous voyez, c'est pas farouche comme animal. C'est pas foufou quoi. Voilà. Donc nous là en gros c'était un test. C'était un test pour voir comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Donc on avait pris 4. On a eu une perte parce qu'on les a transportés avec les poules et qu'ils ont chopé l'histomonose. Et donc il nous en reste 3. Bon, ça va pas trop mal. Et l'année prochaine, comme j'expliquais, on en prendra certainement plus d'une dizaine. Et donc voilà, donc comme vous voyez, encore une cabane, toujours dans le même esprit, avec une dalle toujours bien lissée et avec abreuvoir, mangeoire, tout ça, PVC expansé au mur pour un nettoyage facilité. Voilà. Ça fait partie du truc quoi. Il faut vraiment tout doit être pensé pour être correctement et rapidement entretenu, maintenu. Voilà, c'est le plus important.
Voilà, donc là on a fait à peu près, on va aller voir la toutoune aussi, parce que ça fait partie des animaux, ma chienne. C'est pas les animaux d'élevage, mais c'est pas un animal d'élevage, ma toutoune, c'est ma fille à moi. Mais on peut tout à fait, voilà, c'est un épagneul breton pure race qui a de l'off, qui a les papiers. Donc voilà, ça pourrait faire un revenu aussi de la faire se reproduire et de vendre donc ces chiots. Parce que bon, un chien, un épagneul breton pure race, c'est environ 650 €. Donc là, par exemple, ça peut être aussi un élevage intéressant. Voilà. Bon, après, je sais, c'est des chiens, c'est trop mignon, ah, tu peux pas parler d'eux comme ça et tatati tatata. Je fais ce que je veux. 750, ouais, pour une femelle. Ouais. Ben voilà, donc ça c'est une piste aussi, quoi. On peut tout à fait aussi faire un peu d'élevage de chiens ou de chats de race éventuellement, de manière à faire un peu d'argent. Après voilà, moi ma chienne je la vois pas comme une tirelire, hein. Faut pas déconner non plus. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des bêtes. On va aller voir ma chienne parce que ça fait partie des animaux sur site. Et par contre, on met autant de soins sur nos bêtes d'élevage qu'on va consommer que sur notre chienne, qui est notre animal de compagnie. Il n'y a pas de différence de traitement, quoi. C'est vrai, hein. Il n'y a pas de différence de traitement. On met toutoune. Alors vous voyez, on a coupé les noisetiers, donc maintenant elle a une belle vue. Donc les noisetiers, ils seront tenus aussi à l'état d'arbuste pour lui permettre d'avoir de l'ombre. Et puis on avait mis aussi des petits arbustes ici qui lui permettront aussi d'avoir de l'ombre. Si ça pousse pas suffisamment vite et qu'elle est en plein soleil, eh bien on mettra une petite canisse, quelque chose comme ça, mais il faut qu'elle ait son petit coin d'ombre, la toutoune. Ah, viens là, non, tu reviens. Voilà, donc elle, Fifi, viens au pied là. Donc elle, voilà, c'est pareil, même principe. Elle a son espace, voilà, son enclos, qui est assez grand pour elle. Sa petite niche, hein, qui est, elle aussi, elle a sa paille. Puis bon, ses gamelles, tout ça, hein, normal, hein, enfin, voilà quoi. Et pourquoi est-ce qu'on enferme notre chien, hein, mon petit chien? Pourquoi t'es enfermé, tout malheureux? Hein, viens là. Oh, viens ici, ma fille. Doucement. Oh là là. Oh là là. Oh là, il y a trop d'amour. Ouais, doucement. Allez, stop. Donc pourquoi en fait est-ce qu'elle a son enclos? Bah tout simplement pour éviter, et bien déjà qu'elle aille dans les planches potagères, parce que c'est un chien, vous voyez, qui a beaucoup de nerfs. Donc même si elle connaît là où elle n'a pas trop le droit d'aller, quand elle pète les plombs, bah elle y va. Et puis aussi pour limiter en fait le fait qu'elle me boufferait les volailles, hein, parce que c'est un chien à plumes et que les volailles, doucement, doucement, t'as trop de nerfs, t'as trop de nerfs. Donc voilà, donc le chien il est enfermé justement pour éviter les problèmes qu'on pourrait avoir sur les parcelles potagères et avec les volailles. Et puis vous voyez qu'elle a de l'espace et que de toute façon tous les matins en fait moi je la prends et on fait un tour complet du terrain. J'ai un chemin qui me fait faire le tour, donc moi ça me permet l'observation nécessaire en permaculture et surtout de passer un moment avec ma toutoune. Donc je fais ça le matin et le soir, elle a son tour, elle pète son plomb, elle fait sa vie quoi, et puis voilà. Et donc nos 3 chats, on en avait 4, mais Popeye a décidé de prendre le large. Donc nos 3 chats, c'est en plus d'être des animaux de compagnie, tu restes, hein, fille. Tu restes au panier. En plus d'être, c'est bien ma fille, voilà. Nos chats, je les inclus, enfin voilà, forcément ils sont inclus parce que en plus d'être des animaux de compagnie, ce sont des outils de travail puisqu'ils nous permettent une vraie régulation efficace de tout ce qui va être rate aux pieds, rongeurs, etc. Alors je sais qu'il y en a qui sont sceptiques sur cette question-là. Moi je vous garantis que nos animaux font un travail exceptionnel sur le site de régulation. Et donc on a 3 chats, donc on a notre Moumoun qui est juste là, c'est celle que vous voyez sur la totalité des vidéos finalement. Donc c'est une très très bonne chasseuse mais qui commence à avoir de l'âge. Et on a 2 autres mais qui sont pas ici, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Peut-être on va les trouver là-bas, tu en penses quoi toi? Ouais. Bon, on a un mâle qui s'appelle Paul, hein, qui est gris rayé, et une autre qu'on a récupérée de chez Maxime et Marie-Lise, qui est ma petite marquise, et qui est une très bonne chasseuse aussi. Donc eux, ils nous permettent de faire un super boulot voilà, comme je disais, de régulation sur les rongeurs. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Mimine. Bon, on les trouvera pas. Je pense qu'ils sont en cavale. Donc voilà. Donc ça fait partie, comme je disais,
de nos animaux qui sont en plus d'être des animaux de compagnie, qui sont des outils de travail. Alors ma chienne par contre a absolument aucune utilité, si ce n'est que nous donner du plaisir d'être avec nous, mais ça le deviendrait si je devais me mettre à la chasse. Là ça serait en plus d'être un animal domestique, un outil de travail. Et ça c'est ce que je conseille aussi, c'est de ne pas avoir des animaux pour avoir des animaux. Ça c'est complètement ridicule, c'est une dépense inutile, stupide. Et en plus, pour certains chiens, ils ont besoin en fait de travailler. La mienne, elle serait beaucoup plus heureuse, et bien si je lui permettais de tourner, de faire son travail de chien de chasse, hein, de travailler, de se mettre à l'arrêt, de lever. Voilà. Là, elle serait vraiment, vraiment épanouie. Et en plus, bien moi, je ne payerais pas des croquettes pour rien. Et bien à la fin, ça me récupérait, ça me permettrait d'avoir un peu de viande. Bon, c'est pas comme ça aujourd'hui, mais ça le deviendra, je pense. Voilà, donc on a fait un peu le tour de ce qu'on a aujourd'hui en termes d'autonomie alimentaire, en particulier de l'élevage. Le potager, vous savez très bien, on a déjà vu. Là, c'était vraiment sur l'élevage. Donc il y a encore énormément de travail à faire. Maman Marquise, viens ma mimine, viens ma fifi, viens. Allez, allez ma fille. Allez, non, c'est bon, on te connaît toi. Viens ma Marquise, viens. Viens ma fifi, voilà. C'est bien mon petit chat. Oui. Elle est Marquise, pourquoi? Parce qu'elle a un petit jabot blanc là. Monsieur me ficelle, ça d'amour. Voilà, donc ça c'est une très très bonne chasseuse, ça aussi ça va vraiment bien quoi. Voilà. Bon, enfin, voilà pour ce qui est de l'élevage. Donc je redis, ça vous semblerait peut-être pour certains novices, néophytes, grand, beaucoup, et en définitive ce n'est rien, ça ne représente pas beaucoup de notre alimentation. Et même quand on, comme je vous ai dit, cette histoire de cycle là, quand on va arriver à consommer la viande qu'on a mis du temps à préparer, ça représentera encore pas beaucoup sur l'alimentation d'une année. Donc il nous reste encore à faire beaucoup de travail, avoir beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de cages, beaucoup plus d'animaux pour arriver à subvenir à une bonne partie de nos besoins. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, c'était assez long comme ça, peut-être un peu trop théorique, mais voilà, je voulais insister là-dessus. L'autonomie alimentaire, c'est très vaste, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'individus, c'est une très grosse organisation. Et puis c'était aussi un peu pour débunker en fait beaucoup là qui vous disent mais avec rien vous avez tout, et c'est pas vrai quoi, ça demande un travail incroyable. Voilà mes petits lapins, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse sur cette magnifique vue maintenant qu'on a, puisqu'on a dégagé tous les arbres, et je vous dis à la prochaine. Allez, bisous mes petits lapins.